Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. On se retrouve, il est 10h30 pour la suite de l'émission et je suis avec ma très chère et merveilleuse Yabioum. Hello Yabioum. Salut Alina. Ça va ma petite pupuce? Ouais, j'étais en train d'écouter ton jingle avec cette grosse voix. La radio des enchanteurs. C'est Rémi, c'est la voix de Rémi Hortz, c'est lui. Tu te rends compte? J'adore, ça fait très... bon, enfin bref. Alors, j'aime bien, elle me fait toujours ce jingle. Ouais, j'adore, je trouve qu'il a une ouais, voix mais c'est génial. Quoi. Ah bah il a la voix qui est totalement faite pour quoi. C'est il ça. me fait penser un peu à Michael quand il fait quand il nous fait des trucs avec sa grosse voix aussi. Enfin bref. Ma très chère Yabi, donc hier on était avec toi. Alors on a passé une soirée aux petits oignons. J'avais plus de voix ce matin. Pauvre. Je te jure, j'avais plus de voix. J'ai vu là comment je vais faire, tout c'est revenu après. Mais je t'assure que j'avais plus de voix, quoi, tellement j'ai parlé hier soir, la purée, quoi. Et c'est du jamais vu, sur Antasia, mais même anciennement Witches Radio, je peux vous dire, 3 heures où tu n'as pas arrêté, quoi. Il n'y a pas eu de pause. Tu sais, moi, faut me débrancher, quand je suis partie. Non, mais on pouvait pas te débrancher, c'était pas possible, tellement c'était intéressant, important, tu vois ce que je veux dire. Et puis, on peut pas finir une émission si on a commencé les 12 jours de Yule. Ah bah non, ça, je pouvais pas arrêter, parce qu'après, poursuivre quand t'arrêtes pas, c'est pas évident. J'ai failli te dire, tu veux pas qu'on le fasse en 2 fois, puis après je dis non, les gens après perdent le fil et puis on comprend plus rien, quoi. Au moins, tu vois là, tu as vraiment donné d'énormes cadeaux hier soir. Et c'est gentil. Non, franchement, il y a des choses que j'ai entendues hier, j'avais jamais entendu avant. Enfin voilà quoi. Il y a vraiment que du bonheur hier. Je peux vous dire les amis, écoutez le replay, déjà écoutez la rediffusion donc jeudi après-midi entre 16h et 19h, mais surtout écoutez le replay quoi, parce que ça promet du melon. Moi je vous le dis. Ça promet du melon. C'est vrai que j'en parle très peu de mon côté nordique, quoi. Enfin, vraiment, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup comparé à la magie, mais c'est clair que par contre, dans ma vie de tous les jours, c'est ce côté-là qui est mis en avant pour moi, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est une espèce de ce cas aussi, j'avais une espèce de pudeur par rapport à ça que je voulais garder un peu pour moi au chaud, tu vois. Mais parce qu'aussi c'est complexe, c'est un monde qui est très complexe, le monde du Nord. Et en fait que j'ai pas envie après que ça parte dans tous les sens, tu vois que. Donc c'est vrai que j'en parle peu, mais peut-être que je devrais faire plus d'émissions là-dessus ou plus reparler des runes aussi un peu. Qui sont très méconnues, de toute façon les runes. Faut vraiment, comme je le disais hier, faut être très prudent et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu à cause de ça aussi. C'est un monde qui est difficile d'accès et voilà. Faut vraiment être solide quand on a vu les vertus. Quand on parle de nos 9 vertus. C'est pas du flan, quoi. C'est-à-dire que voilà, nos dieux nous mettent vraiment à l'épreuve par rapport à ces vertus. Donc effectivement, ça entraîne dans la vie des choses. Il y en a qui tombent malades. Moi j'ai des élèves qui sont tombés malades. J'ai des élèves qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur. C'est dur, C'est vraiment pas une voie facile, Et moi je te passe tout ce que j'ai dû supporter. Donc c'est vraiment. C'est pas anodin, c'est pas quand on s'implique vraiment dedans, bon, si on fait semblant, qu'on fait style puis qu'on fait rien à côté, qu'on pratique pas vraiment, qu'on s'engage pas par rapport à cette foi, évidemment, il se passe rien, mais enfin, d'un autre côté, faut pas après qu'on se proclame en étant, je veux dire, nordisant, mais voilà, c'est quand vraiment c'est notre chemin, quand les dieux viennent nous chercher, là, c'est autre chose. Et là, c'est vraiment des épreuves. Donc, c'est pour ça que ça me rappelle pas non plus des époques très faciles de ma vie, très agréables. C'est pour ça que j'en parlais pas trop avant, mais bon, là, j'ai aussi là-haut, ils me disent aussi un peu, enfin là-haut, je dis là-haut, mais ils sont pas là-haut, mais on me disent bon, faudrait peut-être que tu en parles un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir aussi. Et donc là, ce matin, tu vas nous ouvrir les portes sur le folklore. Ouais, c'est autre chose. Oui, voilà. Alors hier soir, c'était vraiment le truc, pratique, machin. Là aujourd'hui, je vais plus parler folklore, ouais. Donc c'est plus léger, avec peut-être 1 ou 2 petits récits mythologiques, voilà. Et puis un petit conte à la fin parce qu'on arrive à Noël. Et puis voilà, j'aime beaucoup les contes parce qu'ils nous racontent des choses qui ont
du sens et de la valeur. Donc surtout, autrefois, le conte, c'était pendant la veillée, quoi. C'était le soir, il n'y avait pas de télé, tout ça. Donc ils occupaient une grande place dans la vie de nos ancêtres, hein, puisque voilà, ils se mettaient autour du feu, ils se racontaient leurs histoires. Et bon, on dit qu'il y a beaucoup de les légendes, elles racontent pas n'importe quoi. Il y a des sources parfois qui sont vraies, du vécu qui a été un peu adouci, quoi, mais pour mettre en garde justement, on va le voir, les gens contre les choses, notamment les enfants avec leur innocence, quoi, qu'ils fassent attention, parce que dans ce monde de Midgard, il y a effectivement par le biais des hommes qui eux, voilà, ont créé ce qu'on appelle le mal, je dirais. C'est une notion dans le Nord qui est très très difficile à comprendre, le mal, parce qu'il n'y a pas, contrairement à ce que les gens pensent, dans le Nord, c'est pas du tout violent, c'est pas du tout mauvais, c'est pas du tout. Faut pas porter crédit à ces séries qu'on voit, c'est n'importe quoi. En fait, c'était pas du tout ça. Donc le mal, c'est une conception, notamment. C'est pour ça que Loki est là pour montrer que finalement le mal, c'est un concept dans le Nord avec lequel on a beaucoup de mal à comprendre. Voilà. Et Loki, en fait, je vous parlerai peut-être un peu de lui après, parce que c'est pareil, c'est un dieu qui est très méconnu, puis on a fait des trucs sur lui. Enfin, le pauvre. Enfin, le pauvre. C'est un tricheur, hein, ça c'est clair. Mais après, en fait, dans la mythologie, on voit que toutes les farces qu'il fait, en fait, grâce à lui, les dieux s'en sortent toujours super bien, quoi. Donc en fait, il n'est pas. Ça montre que il représente ce concept comme quoi le mal, c'est pas vraiment hors du monde des hommes, ça n'existe pas. Voilà. C'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment un concept, et dans le monde du Nord, il y a beaucoup. C'est pas si simple que ça. Il y a derrière ce monde, il y a une grande philosophie, il y a une grande sagesse, et par contre, on ne la comprend qu'en la vivant. Tu vois, Alina? Oui, oui. Parce que comme je le disais hier, c'est pas dans les écrits, puisqu'il y a quasiment aucun écrit, mais tout est transmis par oral, donc c'est vraiment un truc. Et puis dans les épreuves qui nous arrivent dans la vie. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu plus léger qu'hier, bien sûr. C'est plutôt le folklore, la manière dont les pays nordiques célébraient les choses qui étaient mises en avant, les symboles, tout ça, voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais saluer Torque, qui m'a écrit ce matin. On lui fait de gros bisous à Torque. Ouais, je le sais. Donc voilà, coucou David, merci pour ton message de ce matin. C'est vraiment très gentil, ça me fait super plaisir. Et puis, voilà, on a hâte de te retrouver. Je pense que je parle un peu pour tout le monde, mais je crois que c'est le vœu un peu tout le monde qui revienne vite vers nous, parce que tout nous manque. Voilà. C'est un très beau message. Ouais, c'est sincère. De toute façon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup David. Voilà. Alors, Yule, c'est une fête donc traditionnelle, hein, que les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, enfin qui s'appellent comme ils veulent, voilà, célèbrent aujourd'hui sous forme d'un sabbat, on va dire. On a vu hier qu'en fait, dans la tradition nordique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus profond. Tout a un sens, et donc c'est pas un truc qu'on fait sur une journée. Dans l'or, on a vu aussi que les dates ne correspondaient pas du tout. Je sais pas si tu te rappelles, Alina, hein, je vais pas revenir là-dessus parce que les gens écouteront le replay. Mais en fait, ça s'est complètement décalé avec le calendrier, les nouveaux calendriers, quoi, de notre époque actuelle. Donc, cette fête traditionnelle de Yule, donc, trouve ses racines dans beaucoup de traditions d'Europe du Nord. Et donc, principalement, dans celle des peuples germaniques pré-chrétiens. Bon, quand les jours devenaient plus froids, les nuits plus longues, parfois même les jours devenaient quasiment inexistants, comme je l'expliquais hier, hein, c'était juste un crépuscule. Voilà. Les peuples des temps anciens allumaient des bougies, des feux autour desquels ils se rassemblaient, et ils célébraient vraiment cela pour attirer le retour du soleil. Parce que c'était imaginez à l'époque, hein, donc de nos ancêtres, où ils avaient quasiment rien. C'était très dur pour se nourrir, c'était très dur. La chasse était hyper dangereuse. Imaginez les animaux qu'il y a là-haut, quoi. Il faut se remettre un peu dans le cadre du truc, vous voyez. C'était terrible. Et en plus, ils étaient dans le noir, donc c'était terrifiant.
Donc, imaginez l'importance du soleil. C'est pour ça que ces fêtes, ces traditions de Yule avaient autant d'importance pour eux. Ils dansaient, ils chantaient, chacun mettait du cœur pour vraiment trouver le moindre bonheur dans chaque chose et se dire oui, le soleil va revenir et oui, tout va reprendre vie. Et ces traditions donc sont devenues ce qu'on appelle maintenant donc Noël, hein, quand ça a été christianisé. Mais là-bas, on continue toujours, même si tout a été christianisé hein, dans ces pays du Nord, y compris même chez les Saamis, comme on le verra, qui est vraiment mon peuple de prédilection. Moi, j'ai vraiment ce côté nomade qui coule dans mes veines. Quoi. Donc, c'est vraiment mes comment dire. Ils sont très chers à mon cœur et on verra que même eux, même s'ils sont voilà maintenant chrétiens pour la plupart, hein, vraiment, tous les peuples nordiques continuent malgré tout à célébrer leurs dieux nordiques et leurs anciennes traditions nordiques tout à fait publiquement, quoi, sans se dire ah bah non, faut qu'on se cache parce que maintenant c'est chrétien et tout. Non, ils s'en foutent de toute façon. Ils n'ont pas peur de grand chose en même temps. Hein. Donc voilà, ils le font et depuis ils ont toujours, ils ont dit voilà, on veut bien être chrétien, mais on vous prévient, nous, on continue à célébrer nos dieux et c'est comme ça. Et ils l'ont fait et ils le font toujours. Alors voilà, on pensait vraiment, on se rattachait aussi pendant cette absence du soleil aux arbres, à la nature, à ces conifères qui restent les arbres là-bas les plus, bien sûr, ceux qui vont rester verts et qui symbolisaient la vie, la renaissance, le renouveau. C'est pour ça que l'arbre de Noël était si important aussi et est toujours si important, parce qu'on pensait qu'ils avaient vraiment un pouvoir sur la mort, parce qu'ils restaient verts tout le temps. Voyez, et en fait, on utilisait le bois pour vaincre les démons de l'hiver et retenir au loin la mort et la destruction. Et également parce qu'on pensait vraiment que par leur force, par leur ténacité, ils favorisaient le retour du soleil. Voilà, donc c'est juste une petite introduction pour remettre dans l'ambiance, hein, tu vois, dire... Oui, se mettre un petit peu dans le move, en fait. Hein. Ouais, se mettre un petit peu dans le mou, voilà. Donc, on va commencer par une île que j'aime énormément, c'est l'Islande. Ah, bah tu sais, je connais pas l'Islande. Voilà, alors l'Islande, hein, voilà, ils sont. Alors, c'est le seul pays nordique actuel, hein, donc qui dans lequel vraiment l'odinisme est la religion officielle. C'est les seuls. Ouais, les autres non sont vraiment chrétiens. Eux, leur religion officielle, c'est l'odinisme. Et aux dernières nouvelles, je dis peut-être des bêtises parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas repris de nouvelles d'Islande, je dirais. Mais aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a pas encore très longtemps, c'était effectivement encore l'odinisme, la religion islandaise. Alors en Islande, la tradition donc au moment de Yule, ça tourne autour on va voir là, il y a ça tourne beaucoup autour des contes. C'est très important, je le répète, hein, les contes populaires des pays du Nord sont très très importants. Ils ont une grande importance chez les Nordiques. Et donc il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont été repris après par Perrault, ils se sont un peu éparpillés aussi dans le monde, en Russie, tout ça on retrouve beaucoup des contes qui ressemblent tous les uns aux autres avec des personnages différents ou des voilà. Mais on va parler contes aujourd'hui parce que vraiment contes mythologie parce que c'est vraiment très important là-bas. C'est vraiment une tradition très très importante. Et puis c'est pour ça que j'ai pensé faire cette émission parce qu'en plus le conte c'est Noël, tu vois, Alina. C'est vraiment la magie, tu vois, ça apporte cette magie en plein hiver en fait où il fait froid, où voilà on se réjouit toujours, on va écouter un joli conte, ça va nous réchauffer au coin du feu, on va écouter le conte et tout. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire quoi. Et je pense encore même aujourd'hui. Ça apporte de la lumière dans nos cœurs, je trouve. Tu sais. Oui, c'est ça. Même si parfois il y en a qui sont. Alors les contes dans les pays du Nord, ils sont pas rigolos. Hein. C'est pas des trucs très gais parce que la vie était très très juste, c'était très dangereux et très dur. Donc les contes, ils sont un peu, un peu trash, je dirais. Mais c'était vraiment des mises en garde. Mais c'était la réalité quelque part. Hein.
Voilà, il y avait aussi des conditions climatiques qui étaient représentées par des personnages qu'on transformait en personnages pour raconter aux enfants. Mais en fait, ça correspondait à des conditions climatiques extrêmes, parfois des choses comme ça. Donc, voilà, c'est. Par exemple, on va voir en Islande, tout Noël tourne en fait autour d'un conte populaire qui parle de trolls. Les trolls de Noël, on va dire. Je vais simplifier un peu les choses au niveau des termes. Hein. Voilà. Et donc, on les appelle les trolls de Noël islandais ou les pères de Noël. Et le nom, c'est les Yule Lads, en fait. Bon, et j'ai juste marqué les titres. Alors, si je me mélange un peu les crayons, tu me dis, Alina, parce que comme j'ai pas eu le temps de rédiger encore une fois, j'espère que ça va pas faire comme hier soir. Non. Alors, après, on pourra pas dépasser. Moi, je te le dis, parce qu'à on pourra pas, mais on dépassera pas. Il y a beaucoup moins. De toute façon, il y a beaucoup moins de contenu. Donc, ne t'inquiète pas. C'est juste que si ça devient pas clair, tu m'arrêtes. Ouais. Et puis moi, j'aime bien ton expression, me mélanger les crayons. Ouais. D'accord. Pas. Ah oui. Voilà. Je sais plus qui c'est qui me disait ça. Enfin bon. Donc, les Yule Lads, donc, font partie du folklore islandais de l'époque donc de Noël, et ils étaient décrits donc, en fait, on disait que c'était des trolls, mais espiègles, pas méchants du tout. Hein. Enfin, les trolls, c'est pareil. Hein. Faut revoir le truc des trolls parce que les trolls, on possède une grande médecine et il faut pas les dénigrer trop. Mais bon. C'est pas le sujet de l'émission, mais je vais juste le dire quand même. Donc les trolls, là, ils sont gentils, ils sont espiègles, et en fait, enfin gentils, ils font pas de mal, je veux dire particulièrement. Mais ils volaient surtout de la nourriture et du bétail. Et pour que les enfants se tiennent tranquilles, on leur disait qu'ils allaient leur faire peur, venir les embêter s'ils n'étaient pas sages. Donc on dit que ces Yule Lads vivent. On dit encore, hein, parce que ça continue, hein, c'est vraiment des traditions qui continuent maintenant. Les Yule Lads vivent dans les montagnes de l'île. Alors, je vous passe les noms des sites parce que c'est imprononçable. Hein, donc, ça, je résume les montagnes de l'île. Hein, je ne vais pas vous dire le nom parce que je suis incapable de le prononcer. C'est un nom qui est absolument... bref. Donc, voilà. Ces gars de Noël, ils ont 13 ans. Et ils sont les fils d'une terrifiante ogresse qui s'appelle Grilla. Et leur père se nomme le Palusi. Les Yule Lads vont se présenter un par un au cours des 13 dernières nuits précédant Noël. Ils vont déposer, alors c'est pas comme les jours de Yule, hein, tu verras Alina, c'est différent. Ils déposent des petits cadeaux dans les chaussures ou les bottes des enfants. Les enfants disposent leurs bottes. Alors, vous voyez, dans le Nord, les bottes, hein, j'ai expliqué hier d'où ça venait, les bottes de Noël, qui sont représentées par les chaussettes de Noël maintenant. Hein, vous vous rappelez avec Odin, Sleipnir, voilà. Donc, les enfants continuent à mettre des bottes. Donc, ils les mettent sur le bord des fenêtres. Et comme ça, les Yule Lads vont déposer des petits cadeaux. Alors, les premières histoires de ces Yule Lads et de Grilla et les Palusi effrayaient les enfants pour qu'ils se comportent bien. Maintenant, on va dire que c'est plutôt pour apporter la joie aux enfants plutôt que de les effrayer. Alors, on va voir comment s'appellent ces gars et dans quelle ordre ils arrivent. Alors, ils commencent à descendre chaque nuit des montagnes un par un. Le premier Yule Lad arrive la veille du 12 décembre. Les 13 Yule Lads viennent dans un ordre précis pour, donc, comme je l'ai dit, venir apporter des cadeaux. Alors, le premier Yule Lads s'appelle, alors, il faut que je prenne mon élan, Stekialstor, et il vient dans la nuit du 12 décembre. Alors, il est représenté avec des jambes qui ressemblent plutôt à des pattes longues et raides, et on dit qu'il aime harceler les moutons. Le second, c'est Giliagor, c'est le second gars de Noël, et lui alors il aime se cacher dans les ravins, et puis il adore attendre une occasion pour se faufiler dans les étables et voler du lait. Il arrive donc le 13 décembre. Stufur est le troisième à arriver. Lui, il est extrêmement petit et il vole des casseroles et des poêles pour manger la nourriture qui y reste. Et en fait, celui-ci est très très gentil. Il arrive donc le 14 décembre. C'est un petit coquin en fait. Hein. Ouais, oui, c'est mignon. Feroslakir est le quatrième à arriver.
Il est très grand et très mince. Et alors lui, il adore voler les cuillères qui ne sont pas lavées et il les lèche pour les nettoyer. Et donc le spoon licker, comme on l'appelle, lui arrive le 15 décembre. Ouais, faut que je note les... Attends, parce que comme je me mélange, j'en suis au 15. Hein. Je peux pas faire comme hier. Alors, Potin Scofield arrive le 5e jour, lui. Et alors lui, il va voler les pots qui ne sont pas lavés. Et pareil, il va les lécher. Donc, il arrive le 16 décembre. Donc, vous voyez, ils viennent, ils vont faire des petites farces comme ça. Ils vont aller dans la cuisine, ils vont... c'est mignon, quoi. C'est vraiment une tradition qui est sympa. Alors, Askas Lekir, donc, vient le 6e jour. Alors, lui, il va se cacher sous le lit en attendant que quelqu'un pose son nascour. Alors, l'ascour, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et il va lécher encore tout ce qui reste à l'intérieur. Alors, le lascour, c'est un récipient en bois, en fait, qui avec un couvercle. Bien souvent, il y a un couvercle qui était fabriqué souvent en bouleau et qui était très répandu en Islande. C'est un peu comme la kuksa, donc en Finlande et en Suède, en Norvège, mais sans lance et avec un couvercle. Alors, Ursa Skelir arrive le 18 décembre, lui, donc le 7e jour. Et alors, lui, il adore claquer les portes pendant la nuit pour réveiller les gens. Oh là. Skirmur, lui, alors il adore manger le skir. Alors maintenant, tout le monde sait ce qu'est le skir, puisqu'on en vend maintenant ici. Hein, c'est un produit laitier qui vient d'Islande. Et ça ressemble à du yaourt un peu épais. Hein. Et donc, Skirmur, lui, il va se faufiler dans les gardes-manger et il va manger tout le skir qu'il peut trouver. Il arrive le 19 décembre. Fenakrekir est le 9e garçon de Noël et il va se cacher dans les chevrons. Alors lui, il va récupérer les saucisses qui sont suspendues pour être fumées. Alors ça, mon père, il le faisait tout le temps. Dans les garde-manger, quand on ouvrait les garde-manger, il y avait que des trucs suspendus au plafond sur les poutres, des jambons, des saucisses, des trucs. Ça me rappelle beaucoup papa, qui avait vraiment gardé cette tradition. C'est rigolo, quoi. Donc lui, il arrive le 20 décembre. Glugakir, c'est le 10e à arriver, et lui, il reste à l'extérieur des maisons. Et alors, il va se mettre derrière les fenêtres pour épier. Alors, des fois, c'est un peu flippant parce que voilà, on voit sa tête derrière la fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'il va rechercher des objets qu'il va pouvoir nous voler. Et il arrive le 21 décembre. Kaurkartefur porte le numéro 11, lui, et il va arriver donc le 22. Et alors lui, il a un très gros nez. En fait, c'est fait pour flairer les endroits où les gens vont préparer des plats. Puis il va voler les gâteaux et les biscuits. On voit qu'ils sont très gourmands, hein, ces gars de Noël. Ce sont des petits gourmands. Alors le 12e, c'est Kragtokur et il vole la viande, lui. Avec un gros crochet, un très long crochet. Et il arrive donc le 23. Et enfin, Kertastiskir est le dernier et il arrive la veille du 24 décembre. Et là, il va suivre les enfants pour voler les bougies. Parce que vous voyez, les enfants faisaient une procession et donc on disait qu'ils se cachaient pour aller leur voler leurs bougies. Et puis là, on va arriver à leurs parents, donc Grilla, la mère des garçons de Noël. Alors Grilla, à l'approche de Noël, elle va quitter sa maison et elle va se mettre à la recherche de garçons et de filles qui ne vont pas bien se comporter. Alors c'est une ogresse, hein, très méchante, très sinistre, et elle mange les enfants mal élevés et elle vient les chercher. Et en fait, elle les prend, elle les met dans un sac et elle va les faire cuire dans son chaudron. On trouve un peu Baba Yaga, hein. Totalement. Ouais. C'est vrai que ça, il y a une similitude assez intense là. Ouais, mais c'est ça qui est chouette, c'est que là tu dis ouais, mais finalement voilà quoi. Tout se regroupe en fait. Tout se regroupe. Ouais, la méchante reine de Blanche-Neige quelque part, elle est pas mieux, hein. Donc voilà, Lerpatuli, c'est donc son mari et c'est le 3e mari de Grilla. Et selon le folklore, Grilla a été marié 3 fois. Donc Lepalusi, c'est le père des 13 garçons de Noël. Et alors lui, on dit qu'il est très très paresseux. Et enfin, on arrive au chat
de Noël islandais. Alors ça, c'est une légende qui est encore très répandue. C'est quelque chose qui est encore qui marque encore énormément l'Islande. Ce chat de Noël islandais appartient à Grilla et à Lepalúthi. C'est un chat noir vicieux et qui est décrit comme il rôde dans la campagne, dans les paysages enneigés pendant la période de Noël. Et il mange les gens, lui, qui ne reçoivent aucun cadeau de Noël qui contient des vêtements. Curieux, hein? Alors, je vais y revenir après parce que c'est quelque chose qui est très ancré encore en Islande. Alors, on peut en Islande voir la grotte. Il y a des parcours pour essayer de trouver leur grotte cachée quand on visite les lieux. Alors donc, ces Yule-lads sont pas aussi méchants que leurs parents, mais ils sont très mal élevés. Donc ils dorment dans leur grotte pendant tout l'été, donc on peut rarement les voir durant cette saison. Par contre, quand on est dehors en décembre, il y a de fortes chances pour qu'on tombe sur un Yule-lad expiel. Donc en Islande, c'est une tradition depuis 1950 que les enfants laissent leurs plus grandes chaussures sur le rebord de la fenêtre de leur chambre. Donc la première, 13 jours avant Noël. Et donc, les enfants vont avoir un petit cadeau dans leurs chaussures ce jour. Ça vous rappelle le calendrier de l'Avent, je suppose. Oui. Tu m'entends? Ouais, des fois, je t'entends pas, Alina. Ah non, mais tu m'entends pas parce que je coupe mon micro pour pouvoir te laisser. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai, pardon. Il n'y a pas de souci. J'avais oublié. C'est moi, des fois, j'ai peur que mon micro fonctionne pas, alors. Non, mais si c'était le cas, je t'aurais envoyé un MP, je te rassure. Ah ouais, alors c'est sûr que comme je suis pas tout près de l'ordinateur non plus. Attends, je vais me rapprocher, alors on sait jamais. Alors, pardon. Mais donc, ouais. Donc voilà. Alors seulement, voilà, ils vont leur laisser des cadeaux dans leurs chaussures, mais seulement si les enfants se sont couchés tôt. Et bien sûr, s'ils ont été sages. Donc, vous voyez, on retrouve encore le truc. Faut que tu sois sage pour avoir un cadeau, c'est pas nouveau. Donc, par contre, les Yule-lads ne peuvent pas vous laisser de cadeau si vous êtes réveillé. Et si l'enfant ne s'est pas bien comporté ce jour-là, il trouvera une pomme de terre crue dans sa chaussure. Et autrefois, quand les enfants trouvaient cette pomme de terre crue, ils ne la montraient pas parce qu'ils avaient honte. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas été sages. Alors, les parents des Yule-lads, donc Grilla et Lepalúthi, vivent eux dans une grotte à Ludentadborgir, non loin de la grotte de leur progéniture. Alors, Grilla, donc, on a vu qu'elle mangeait les enfants et que son mari était précieux. Donc, ils ont donc ce chat, je vais revenir sur le chat, qui mange les gens qui ne reçoivent pas de cadeau de Noël qui contient des vêtements. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie tout ça? En fait, parce que c'est ça l'important en fait. On voit ce qui était caché derrière. Donc, ce sont des mangeurs d'hommes, voilà, comme les autres ogres, donc qui mangent principalement des enfants. Mais on dit qu'ils pouvaient aussi manger des hommes adultes. On va voir pourquoi. Donc, par quoi je pourrais commencer est-ce que je continue? Attendez, je regarde l'heure. Ouais, donc on dit que je vais continuer un petit peu pour décrire Grilla. Après il y a les autres, ça va plus vite. Donc Grilla, elle avait 15 queues. On dit qu'elle avait 15 queues. Et que sur chaque queue, elle avait 100 sacs et que chaque sac contenait 20 enfants. Il y en a d'autres qui disent qu'elle avait 300 têtes et 3 yeux sur chaque tête. On dit qu'elle a de terribles ongles à chaque doigt, des yeux à l'arrière de la tête et des cornes comme une chèvre. Des oreilles qui pendent jusqu'aux épaules et qui sont attachées à son nez. Son menton est barbu et ses dents sont comme du charbon de bois. Alors son mari, lui, a eu un fils hors mariage et il a eu cette fille en fait de la nourrice de Grilla. Et quand Grilla, qui était tombée malade, s'est remise de sa maladie, qu'elle s'est aperçue qu'en fait Lepalúthi avait un enfant de sa nourrice qui s'appelait Lupa. Eh bien, elle a chassé la nourrice, elle a chassé l'enfant illégitime. Alors, ils ont donc ce chat de Noël et l'histoire donc de Jólaköturnir, qui est le chat de Noël, remonte, elle, probablement à l'âge des ténèbres. Alors, il y a des récits
qui le date de façon plus récente au 19e siècle. Mais bon, apparemment, ça remonte à bien plus loin. Donc, la tradition islandaise, selon cette tradition islandaise, quiconque accomplissait son travail, avait bien rempli tout son travail avant Noël, va recevoir de nouveaux vêtements en récompense. Donc, les enfants paresseux ou les adultes qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas travaillé, n'avaient pas de nouveaux vêtements. Donc, c'est pour ça qu'ils devaient affronter le chat de Noël. Donc, c'est pas un simple chaton, hein. Il est plus grand que les maisons. Il rôde la nuit de Noël. Il regarde par les fenêtres pour voir si les enfants ont reçu des nouveaux vêtements. Alors, s'il y en a, il va partir, mais si il n'y en a pas, eh bien, ils vont venir s'emparer de l'enfant. Donc, cette menace d'être mangé par le Jólakötturinn, ça vise à inspirer la générosité aux enfants qui n'auront pas à s'inquiéter du chat de Noël, puisque donner des vêtements aux moins fortunés va leur garantir une protection contre le monstrueux félin. Donc ça veut dire que ça engageait une solidarité les uns envers les autres pour les enfants. S'ils voyaient des petits copains à eux qui n'avaient pas reçu de vêtements, eh bien ça les engageait à partager, voyez, leurs vêtements pour qu'ils deviennent généreux. Alors ça motivait aussi, on pense que cette légende a été utilisée pour motiver les ouvriers agricoles à terminer le traitement de la laine d'automne, c'est une tâche très pénible, avant Noël. Et quand ils avaient terminé les tâches qui leur étaient confiées, ils recevaient des nouveaux vêtements aussi, des propriétaires de la ferme où ils travaillaient, et donc ils étaient à l'abri du méchant chat. Savoir que dans le temps, les gens étaient très superstitieux. Hein. Donc vous voyez, il y avait toujours quelque chose derrière les traditions, quoi. Pas forcément des menaces, mais d'autres choses pour motiver les gens. Là, on le voit. Parce que c'est vrai que ce truc de haine, c'était vraiment très difficile à faire. Donc là, on va partir en Suède et en Norvège maintenant, avec la chèvre de Noël qui est liée, on va le voir, au dieu Thor. Waouh. Alors, ouais, là, je vous raconterai un petit peu, je vais vous parler un petit peu de qui est Thor, on verra aussi un petit peu qui est Loki, et puis on verra 2-3 trucs. Voilà. Donc, on célèbre encore les 12 jours de Yule, j'en ai parlé hier soir, donc je reviens pas dessus, en Suède et en Norvège, voilà, enfin bon, en Islande et tout. Donc, chaque année, les villes et les villages de toute la Suède construisent de grandes statues de chèvres de Noël. Elle s'appelle Julbok en suédois. La chèvre est construite le premier jour de l'Avent, c'est-à-dire fin novembre ou début décembre, et elle est destinée à représenter donc toute la période des fêtes, dans le cadre de la célébration de Noël. Donc, les origines de la chèvre de Noël remontent aux anciennes fêtes païennes. La chèvre est étroitement liée au culte de Thor, qui parcourait le ciel dans un char tiré par deux chèvres, Tanjorsk et Tangrisnir. Ça signifie dents grinçantes et dents étincelantes. Donc, je vais vous parler un petit peu, juste parce que pour ceux qui ne le connaissent pas trop, enfin, je ne vais pas entrer dans la description complète d'un point de vue mythologique du dieu Thor, mais vous parlez quand même un petit peu, vous le présentez, je veux dire, si ça vous intéresse, bien sûr. Bah oui, on est là pour ça, très chère Yabi. Voilà. Donc Thor, en fait, je vais faire court, parce que voilà, bon, je dis après, ça va relativement vite. Donc Thor, en fait, son nom signifierait celui qui tonne ou le tonnerre. Alors, c'est le fils d'Odin et de Jord. Jord, c'est la terre. Son épouse, on va le voir dans le conte que je vais vous raconter après, c'est Sif. Il a eu des enfants, Magni, Modi et Frud. Donc, il habite à Bilskirnir, qui signifie étincelante, à Thrudheim, le monde de la force, ou à Thrudvang, le champ de la force. Et bien sûr, il a des attributs très célèbres, Mjolnir, je vais vous raconter son histoire après. Et il a donc deux boucs. Il a également la ceinture de force, Megingord, sans laquelle, et les gants de fer aussi, Jamgrept, parce que sans ces deux aides, il peut pas lancer le marteau. Et il a aussi une baguette, c'est moins connu, mais qui s'appelle Glidavold. Alors, bien sûr, on le représente comme un géant roux, roux, blond, et qui aime la bonne chair. Donc, ces animaux sont Tangrisnir et Tanjorsk, ces deux chèvres. On va voir leur rôle après. Et puis, il est célébré le 11 novembre.
Et le 11 novembre, c'est donc devenu la fête traditionnelle des guerriers du Nord. Voilà. Donc, c'est fondamentalement, c'est un dieu de la guerre et de la force brute. Il correspond en fait à la force primordiale des géants, auquel d'ailleurs il va souvent aller se frotter. Donc c'est le dieu guerrier typique je dirais deuxième rôle, mais bon, il est très proche des hommes. Il est plus proche en fait, je dirais, des hommes que des dieux quelque part, parce qu'il a été désigné pour veiller sur eux. Je vous en ai parlé hier soir. De son rôle auprès des humains, quoi. Donc il peut être, il est contrasté. C'est un dieu guerrier, également dieu de la fécondité et des mariages, puisqu'on prête serment pour les mariés. Moi, quand je marie des gens, ils prêtent serment sur le Mjolnir. On fait le signe du guerrier. Voilà, bon, ça c'est autre chose, mais donc il bénit également les mariages. C'est marrant, vous voyez, il est très controversé, voilà. Donc il devient le meilleur ami, je dirais le meilleur ami des hommes, et presque un gardien, un protecteur pour les humains. Et alors, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec ces chèvres de Thor? Pourquoi elles sont devenues le symbole de Noël? Eh bien, ça représente quelque part que ça veut dire que on aura toujours à manger, que quoi qu'il arrive, il y aura toujours sur la table de quoi se nourrir, parce qu'on va voir que dans cette histoire traditionnelle, donc de mythologie de Thor, grâce à ces chèvres, eh bien le dieu va pouvoir assurer la subsistance. Alors je vais vous raconter ce qui se passe, ce qui a amené cette chèvre à devenir le symbole. Donc c'est une histoire, c'est vraiment tiré de la mythologie nordique. Donc Thor, il partait souvent se bagarrer ou partir faire accomplir des missions. Et puis un jour, il s'en va, il part en voyage dans son chariot, dans son grand char, donc avec ses deux chèvres, Tanjorsk, dent grinçante, et Tangrisnir, dent étincelante. Seulement, il y va pas tout seul. Loki va l'accompagner. Et on sait que Loki, c'est un petit farceur. Alors à la nuit, ils vont s'arrêter. Ils sont fatigués, ils s'arrêtent tous les deux parce que dans une maison paysanne, quoi, une cabane. Donc Thor a très faim et donc il va tuer ces deux chèvres. Il va les écorcher, il va les dépouiller de leur peau, il les découpe et il va les faire bouillir dans un grand chaudron qu'il emporte avec lui. Ensuite, quand le repas va lui sembler cuit à point, eh bien, il va inviter Loki, le paysan qui les a accueillis, parce qu'en fait, le paysan lui a ouvert sa porte. C'est une des vertus du Nord. Voilà, l'hospitalité, on l'a vu hier. Mais par contre, les pauvres gens n'ont pas de quoi manger. Donc, c'est pour ça que Thor tue ses chèvres. Et donc, tout le monde, ses deux enfants, au paysan, sa femme, vont partager le festin. Alors, le fils qui se nomme Thialfi, la ferrée, et sa fille Roska, oh là, ça c'est dur à mon point, Roskva, la rapide. Et ils sont très habiles aux travaux de la maison. Et donc Thor leur dit, jetez quand vous mangez, pendant que vous allez manger surtout, mangez la chair, mais les os, jetez-les tous sans exception dans les pots des chèvres que j'ai mis près du foyer. Et surtout, n'en oubliez aucun. Alors le jeune homme, le jeune garçon, lui apprécie elles sont délicieuses, les chèvres, et vraiment, il est tellement affamé et puis il aime tellement ça qu'en fait il va casser un os pour manger la moelle qui est à l'intérieur. Alors il dit rien, mais bon, parce que mais bon, il fait cette sottise. Donc après la nuit, Thor va se lever. Il va s'habiller, il met sa ceinture, ses gants de fer, il prend Mjolnir, il s'approche des peaux de ces deux chèvres. Et là, il va réciter une formule enchantée. Et aussitôt, Tanjorsk et Tangrisnir vont reprendre leur forme. Elles vont ressusciter. Et elles vont être à nouveau prêtes à tirer le chariot. En apparence, du moins. Parce que d'un seul coup, le dieu remarque qu'une d'elles boite d'une patte arrière. Donc, la conclusion est facile. Un des convives ne l'a pas écouté et il a brisé un des os. Donc, furieux. Alors, Thor se met souvent en colère. Il prend son marteau,
Et il va voir le paysan. Alors le paysan est mort de peur parce que bon, et il dit à Thor, je te donnerai tout ce que tu voudras, mais s'il te plaît, calme-toi. Et donc c'est comme ça que Thor va réclamer ses 2 serviteurs qui resteront avec lui tout le temps ensuite, c'est-à-dire le fils et la fille des paysans. Il va demander à ce qu'ils soient ses 2 serviteurs en punition, parce qu'il a très bien tout de suite compris que c'était le fils qui avait fait le coup. Et donc il va les priver quelque part de leur liberté et tout, pour les emmener avec lui. Ils ne le quitteront plus jamais. Et ils vont devenir les plus fidèles serviteurs d'Asgard, dans Asgard, donc de Thor. Voilà, donc après je passe parce que l'histoire continue, elle raconte, voilà, parce que là Thor part vers le monde des géants, donc il y a toute une histoire derrière. Mais c'était simplement pour vous raconter l'histoire donc des chèvres qui deviennent le symbole donc en Suède et en Norvège, en rapport donc au fait que elles symbolisent voilà la renaissance. Là, vous voyez, Thor les ressuscite, donc c'est la renaissance, c'est la vie, c'est tout ça. Donc, j'en étais où? Ouais, alors par contre en Suède, on croyait aussi que la chèvre de Noël était un esprit invisible qui apparaissait avant Noël pour s'assurer que les préparatifs des fêtes étaient correctement effectués. Et puis, elle a aussi assumé le rôle de donneuse de cadeaux. Et parfois, on la voyait, on la représentait à côté du Père Noël. Dans ces pays. Alors, il y a une blague dedans, une farce populaire qui consistait à fabriquer une chèvre de Noël avec de la paille et du bois, et ensuite on la plaçait dans la maison d'un voisin sans qu'il s'en aperçoive. Et puis la famille victime de la farce devait après s'en débarrasser de la même manière. Vous voyez, on faisait passer la chèvre de maison en maison. Voilà. Et puis, maintenant, la chèvre de Noël, c'est devenu une décoration de Noël populaire. Et en général, elles sont fabriquées de paille et liées avec des rubans rouges. Alors donc, c'est vachement beau. Ouais, c'est beau. Donc là, je vais vous raconter l'histoire du marteau de Thor pour symboliser donc les pays de Norvège et de Suède, si vous êtes d'accord. Il n'est pas long, c'est pas très long. Oui. Voilà, donc d'abord, je vous parle vite fait de Loki. Donc Loki, est fils de géants, Farboti et de Lofé, donc ce sont des géants. Et son épouse est Sigyn, et il a eu des descendants quelque peu terrifiants. Donc Jormungand, Fenris, Sleipnir, Hel, Narvi et Vali, qui sont tous des monstres, enfin bon, pas très accueillants, on va dire. C'était un dieu hermaphrodite et donc trompeur, malicieux, voilà. Alors c'est le plus trouble du off nordique. Voilà. En fait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens disent qu'il est mauvais, voilà, que c'est un dieu. Alors c'est pas vraiment un dieu, c'est plutôt un géant Loki. Il est pas trop considéré comme un dieu. Il appartient plutôt à la race des géants, des Jotun. Donc mais il faut dire que dans le Nord, dans l'univers du Nord, les notions de bien et de mal sont très différentes de celles qui courent dans le monde moderne. Parce que dans le Nord, imaginez un dieu qui serait totalement négatif, c'était aberrant. Ça pouvait pas exister pour les anciens nordiques. Donc c'est plutôt une symptomatique de la perception paradoxale du mal chez les Nordiques. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il a fait, ces farces qui tournaient mal ou tout ça, eh bien ça va souvent permettre aux dieux de se sortir de situations qui auraient pu être terribles, inextricables, et voilà. Et en plus, il va se trouver contraint de réparer ses propres fautes. Donc en fait, il apporte bien souvent des bienfaits, comme la chevelure de Sif. Là, on va voir que comment il va l'obtenir. L'anneau de Dropnir, le marteau de Mjolnir, on va voir là tout ça, je vais en parler dans le conte, c'est pour ça que je vous parle un peu de Loki. Donc c'est pour ça que malgré son ambiguïté, je veux dire, et puis ses farces et tout ça, les dieux vont souvent demander à Loki de les accompagner. Donc vous voyez, c'est un dieu très controversé, enfin géant très controversé, qui n'est pas vraiment mauvais en fait, comme on peut ou vraiment très malicieux et tout, comme on le montre dans les films ou les séries actuellement. Ça, il a rien à voir avec ça en fait.
Alors, je vais vous parler, donc je vais vous raconter, alors c'est pareil, elle est un peu schématisée parce que l'histoire de la mythologie, elle est plus longue et plus, mais voilà, là on n'a pas trop le temps, donc j'ai fait plus court. Alors le marteau de Thor. Alors Sif, je vous en ai parlé hier soir, donc c'est l'épouse de Thor, hein. Et Sif portait une chevelure extraordinaire, elle a des cheveux couleur de l'or, et elle passait beaucoup de temps à les coiffer, elle en prenait grand soin, elle les tressait avec beaucoup de soin. Puis un matin, elle va se réveiller, et là, elle est consternée parce que ses cheveux ont été rasés pendant la nuit. Son mari n'est pas là ce jour-là, mais quand il va rentrer dans la nuit, Sif va se cacher parce qu'elle a honte de sa tête rasée. Et puis également parce qu'elle connaît son mari, quoi. Donc Thor, cependant, eh bien, il va chercher sa femme et puis il va la trouver. Et quand c'est fait, eh bien, il pique une de ses célèbres colères et que tout le monde craignait, bien sûr. Et il lui dit, mais qui est-ce qui a pu bien commettre cette chose? Et il se dit, bon, il y en a qu'un seul, hein, c'est clair, c'est Loki. Donc il va pas perdre de temps, il va aller chercher Loki et eh bien il va le questionner, le bon à sa manière, hein, et le dieu malicieux va admettre qu'il était bien coupable. Par contre, il va supplier Thor de lui donner juste quelques jours pour obtenir quelque chose pour Sif, qu'il va la rendre encore plus belle que jamais. Et Thor, qui a beaucoup de cœur, c'est un dieu vraiment bon, et puis qui connaît aussi Loki, il sait qu'il a ses deux facettes, lui fait confiance et il va donc seulement lui ordonner de rendre à Sif ses cheveux d'or. Loki connaît un endroit où vivent de merveilleux ouvriers et il va partir à Niflheim et il va trouver la demeure des nains sous la terre. Il va demander à l'un d'eux de confectionner des cheveux dorés pour Sif. En outre, il va demander 2 cadeaux à apporter aux dieux Odin et Freyr afin qu'il soit de son côté si toutefois Thor devait porter plainte devant les As. Donc Loki, eh bien, ne peut pas attendre plus longtemps et il demande au nain et le nain se met au travail et lui apporte une quantité de cheveux extraordinaires filés à partir d'un or très très fin, merveilleux quoi. Et ces cheveux avaient de merveilleux pouvoirs. Ils poussaient comme de vrais cheveux dès qu'ils ornaient la tête de quelqu'un. En plus de cela, il lui apporta une lance pour Odin, donc sa fameuse lance Gungnir, et qui ne manquait jamais son objectif, quelle que soit la distance dont il la lançait. Et pour Freyr, il lui a confectionné un navire capable de naviguer aussi bien dans les airs que sur la mer. Et même si ce bateau était suffisamment grand pour contenir tous les dieux et leurs chevaux, il pouvait néanmoins être plié de manière à être suffisamment petit pour tenir dans une poche. Il était fait avec les ongles non coupés des morts. C'est pourquoi on coupait les ongles des morts chez les Nordiques pour retarder l'échéance du Ragnarok en fait, puisque c'est lui qui va transporter les forces de dissolution au moment du Ragnarok, ce bateau. Donc Loki est très satisfait, c'est des beaux cadeaux, et il dit que le nain va être déclaré l'ouvrier le plus habile de tous. Alors il y a un autre nain qui a écouté, qui s'appelle Brock, qui entendit et il dit à Loki qu'il était sûr que lui et son frère pourraient faire des choses encore plus belles que celle-là. Donc Loki croyait que ce n'était pas possible, mais il dit à Brock d'essayer. Donc ensuite les As devraient juger entre eux et celui qui échouerait au procès perdrait sa tête. Donc Brock appelle son frère Sindri, ils se mettent au travail, ils allument le feu et ils jettent un morceau d'or et Sindri va jeter un morceau d'or. Puis il dit à Brock de souffler. Pendant qu'il sort, il souffle dans son soufflet, pendant qu'il sort, et surtout qu'il lui dit de ne jamais arrêter de souffler, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors Brock se dit oui, fastoche et tout, bon. Et son frère s'en va pas longtemps, quand une énorme mouche entre, bourdonne autour de lui, et le dérange au point qu'il arrête de souffler. Il va néanmoins finir son travail, de sorte que quand Sindri revient, il retire du feu un énorme sanglier, qui émet de la lumière et peut voyager dans les airs avec une vitesse merveilleuse. Le deuxième jour, Sindri va jeter un autre morceau d'or dans le feu et il va demander à son frère de souffler. Brock jette un morceau d'or et demande à Sindri de souffler. Donc la mouche revient et elle va encore l'embêter plus fort que la veille. Donc Brock
est absent. Sindri continue, bon, ça l'énerve. Ensuite, il arrive à chasser la mouche quand même. Et il reprend son travail, et quand il retire du feu l'or, il y a un anneau magique d'où tombent 8 nouveaux anneaux chaque semaine. C'est donc Dropnir, l'anneau magique d'Odin. Le 3e jour, un morceau de fer va être mis dans le feu. Et là, c'est Brok qui va rester seul. La mouche revient. Bien sûr, on a compris que la mouche, c'est Loki. Hein. Je pense que vous aviez compris. Donc, il mord si fort le pauvre nain, il le mord au front. Et le sang va couler dans ses yeux. Et alors, il va plus rien voir. Donc, il s'arrête avant que Sindri ne revienne. Mais il va quand même se remettre au travail et il va fabriquer un marteau extraordinaire. La seule chose qui se passe à cause de la mouche, c'est que le manche est un peu trop court. Il n'a pas pu terminer vraiment bien le manche. Et ce marteau magique va se nommer Mjolnir. C'est le marteau de Thor. Il avait le pouvoir donc de ne jamais rater sa cible. Il revient toujours à la main qui l'a lancé. Alors quand Loki va venir devant les As avec les 2 frères nains et leurs cadeaux, on déclare qu'ils ont fait les plus belles choses parce que le marteau qui fut donné à Thor serait sûrement très utile pour ces combats, notamment pour les géants. Et puis, par contre, on s'aperçoit que la mouche, c'était Loki. Donc, le jugement va se retourner contre lui. Alors, il va s'enfuir. Mais Thor va bientôt lui faire demi-tour en lui menaçant de lui lancer son marteau. Alors, comme il connaît le pouvoir du marteau, il n'insiste pas. Finalement, il s'avoue vaincu. Il dit à Brok et Sindri qu'il pouvait avoir sa tête selon l'accord. Mais comme rien n'avait été dit au sujet de son coup, ils n'ont pas pu y toucher. Et c'est comme ça que Loki, par son esprit, a sauvé sa vie. Voilà, c'était le petit conte. Ça méritait des poussières d'étoiles, hein, moi je te le dis. Ouais, enfin j'ai condensé parce que l'histoire elle est beaucoup plus longue. Hein, mais bon, je vais faire parce que sinon on n'aura pas le temps. Je sens une similitude avec, tu sais, l'anneau du Seigneur des Anneaux. Ah bah, de toute façon, Tolkien est un initié du Nord, hein, donc le Seigneur des Anneaux raconte la mythologie nordique. Hein. Ah bah voilà. Si vous lisez, c'est encore mieux, c'est le Silmarillion qu'il faut lire. Hein. Parce que le Silmarillion, c'est clairement l'histoire des dieux nordiques. Hein. Il l'a écrit avant. Alors, les Finlandais maintenant. Les Finlandais sont différents des autres Scandinaves. J'ai un ou 2 amis finlandais, ils sont vraiment pas pareils. Demandez, même les Finlandais vont vous le dire, ils font partie de la Scandinavie, mais c'est pas vraiment, ils se considèrent pas comme scandinaves ou nordiques. Ils ont une langue qui est vraiment distincte et qui n'est quasiment pas parlée en dehors de leurs frontières. Donc à part ceux qui ont émigré. Hein. Et ils ont énormément de traditions, d'histoires colorées, des contes associés à Noël. Ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors tout le monde connaît le Père Noël, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Joulupuki, pardon. J'avais noté le nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc, si vous n'êtes pas finlandais, vous ne connaissez certainement pas Joulupuki, qui signifie à nouveau chèvre de Noël. Donc, l'histoire derrière ce nom remonte à nouveau aux traditions finlandaises. Donc, les enfants finlandais grandissaient en entendant des histoires effrayantes sur une chèvre qui, chaque année, demandait des cadeaux aux gens. Donc, on va retrouver la chèvre suédoise, mais beaucoup plus féroce. Avec le temps, la chèvre va se transformer en une figure bienveillante, semblable au Père Noël qui distribue des cadeaux de la bonne humeur chaque année, en décembre, à bord d'un traîneau tiré par des rennes. Mais faites attention à être gentil et pas méchant parce que Joulupuki, donc le Père Noël, elle s'est transformée en Père Noël, hein, je vous le rappelle, vous laissera un morceau de charbon si vous avez été méchant. Donc on va en venir aux rennes, parce que c'est des figures très importantes, parce que bien sûr Joulupuki ne peut accomplir ses devoirs, c'est-à-dire distribuer les cadeaux, sans l'attelage de rennes pour tirer son traîneau. Et la Laponie finlandaise regorge de merveilleux rennes, tout autant qu'il y a de la neige. Hein. Autant il y a de neige en Finlande qu'il y a de rennes. Alors je reviendrai sur les rennes un peu plus tard, je continue avec la Finlande. Les pêcheurs finlandais tentaient toujours de ramener leurs bateaux, et je crois que c'est encore le cas maintenant, en toute sécurité au port, le plus tard le 21 décembre, pour passer les vacances en famille. Parce que les Finlandais accordent une attention très particulière aux animaux pendant cette période,
Il veille toujours qu'il y a des germes de blé, des sacs de noix, des morceaux de suif aux branches des arbres pour que les oiseaux puissent les picorer. Les repas de Noël traditionnels en Finlande comprennent un petit déjeuner composé de bouillie de riz, de jus de prune, le matin de Noël et d'un plat de poisson salé connu sous le nom de lutefisk comme entrée pour le dîner. C'est vraiment le plat traditionnel de Noël. C'est de la morue séchée en fait, qu'il réhydrate et qu'on cuisine avec du lard et des pommes de terre. Et ça, c'est vraiment, vraiment en Finlande, le plat de Noël. Faut savoir que pourquoi c'est le plat de Noël, parce que la morue séchée a fourni un moyen de subsistance essentiel au peuple norvégien et finlandais pendant plus d'un millénaire. Et on déguste tout ça avec des boissons particulières, notamment la bière. Alors, après ces festins, les cadeaux, les Finlandais aimaient terminer leur célébration en faisant du patin à glace ou du ski de fond. Donc, c'était pratique parce qu'ils avaient des lacs, des kilomètres de terrain relativement plat, tous recouverts de glace. Donc, c'était très fort. Alors, tous les bons Finlandais croient que le Père Noël est né et vit à l'extrême nord de leur pays, donc en Laponie, où la neige et les rennes sont très très nombreux. Et ils ont même construit le parc très célèbre, Christmasland, à proximité de l'endroit où vit réellement le Père Noël. Donc ce village de Noël est situé à Rovaniemi, qui est la ville natale officielle du Père Noël. Les histoires d'animaux, les contes sur la nature constituent la forme la plus répandue des contes populaires finlandais. Alors si ces histoires étaient destinées à divertir, il y en a beaucoup qui informent les enfants des dangers des bois, des forêts, ou ça leur transmet des valeurs sociétales. Donc il y a toujours des bonnes manières, politesse, morale, qui sont enseignées à travers les épreuves et les triomphes d'animaux enchantés et de paysans au bon cœur. On va leur apprendre les 12, quand je dis 12 jours, je prends pas les 12 jours de Yule. On leur apprend les 9 nobles vertus à travers ces contes. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Donc, c'est vraiment dans leur propre langue, avec leur vocabulaire, ce qui distingue leur folklore finlandais des autres traditions orales. Et ils ont beaucoup de coutumes et de jeux qui sont mentionnés dans les histoires, souvent des événements qui peuvent être facilement négligés dans le conte de fées populaire maintenant, parce que ils n'ont pas d'importance pour l'intrigue principale, mais à l'époque c'était très important. Alors là maintenant on va partir chez les Samis, donc les Lapons, si on peut dire les Lapons, j'aime pas trop, mais enfin bon. Donc à l'époque pré-chrétienne, les Samis, donc ce sont les peuples nomades du Nord, ne fêtaient pas Noël. Bien sûr, parce que Noël, c'était une tradition chrétienne. Et les Samis, bien sûr, avant la colonisation, n'avaient pas la notion de Noël. Donc, à un moment donné, les coutumes chrétiennes et pré-chrétiennes vont être toutes deux pratiquées après la colonisation. Ils vont garder, comme je le disais, les deux. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'église pour une cérémonie, puis quand ils rentrent chez eux, ils organisent une cérémonie pour honorer les dieux Samis. Donc, beaucoup sont de bons chrétiens, vraiment. Et bien sûr, ils célèbrent Noël. Mais ils continuent à célébrer donc Yule, selon leur tradition en même temps. Donc, ils avaient les croyances, les dieux, des lieux saints. Le soleil est un des dieux les plus aimés, les plus importants des Samis. C'est leur père. Le peuple Sami est le fils de Père Soleil et les fils et les filles, je vais y arriver, je me mélange. Je regarde l'heure, alors je panique un peu, je vais avoir fini. Excuse-moi, Alina. Donc, ce sont les enfants, de la terre-mère et du Père Soleil. Donc, on voit bien encore là l'importance du soleil. Donc, ils organisaient des cérémonies au solstice d'hiver. Et donc, ils ont des légendes liées à l'hiver, bien sûr, au mois de décembre, le mois le plus sombre de l'année. Alors, il y a l'histoire de Stalou. C'est une horrible créature géante qui va manger les enfants, qui voyage avec un convoi de souris pendant la saison sombre, mais aussi pendant le reste de l'année. Donc, on disait que si vous ne gardiez pas à l'extérieur de votre maison, si vous gardez pas l'extérieur de la maison bien rangé, ils vont bloquer là, ils vont s'arrêter avec leur convoi de souris, ils vont se mettre en colère, ils vont rentrer chez vous. Donc, on doit ranger bien comme il faut l'extérieur. Enfin, eux, c'était des tentes, et on laisse de l'eau
au cas où ils auraient soif en passant. Ça leur évite de rentrer chez vous pour chercher à boire. Certains écrits sur les Samis disent que quand la saison sombre arrive, on craint vraiment que le soleil ne réapparaisse pas. Et donc, on va faire beaucoup de cérémonies pour s'assurer que le soleil va bien revenir. Alors, les grands stalous, les trolls, les légendes samies et norvégiennes sont censés, ces créatures sont censées être créées à partir de la terre elle-même. Ils ont toujours une apparence moussue, sombre, et puis ils se cachent dans des grottes, dans des forêts. Et donc, toutes les histoires samis s'inspirent directement de l'environnement naturel pour créer chez les enfants un sentiment de peur et de danger, pour leur faire comprendre à quel point c'est dangereux de s'éloigner du campement. Hein. Faut savoir là-bas, c'est quand même pas très rigolo. Hein. Vous imaginez bien dans le cercle polaire que c'est pas tellement conseillé de s'éloigner. Mais bon, un enfant reste un enfant. Donc on leur raconte beaucoup de ces histoires, l'obscurité des forêts. On leur fait peur avec l'aspect des arbres qui est un peu masqué par la neige, par la glace, tout ça. Les rochers recouverts de mousse, tout ce qui va inspirer un sentiment d'incertitude dans l'esprit des enfants. Et puis bien sûr, il y a les aurores boréales, les légendes sur les aurores boréales. Et il y a une légende qui parle d'une déesse reine qui, avec ses grands bois, survolerait le ciel depuis l'obscurité et apporterait la lumière et la vie dans la nouvelle année. Alors c'est une légende, il faut savoir, et ça les Samis veulent que ce soit très clair, il n'existe pas de déesse reine dans leur culture. Ça a été colporté et c'est faux. Les Samis ne veulent vraiment pas que ça soit apparenté à leur culture. C'est peut-être dans d'autres, mais eux, ça ne leur appartient pas. Donc, ce sont des peuples autochtones qui luttent, il faut savoir depuis des générations, contre le manque de compréhension, contre les interprétations erronées et la mauvaise utilisation surtout de leurs symboles et de leurs traditions. Franchement. Alors c'est vrai que grâce à Disney, avec la Reine des Neiges, il y a beaucoup de choses qui ont été remises au point parce que dans la Reine des Neiges 2, il y a carrément eu une collaboration entre Disney et les peuples Samis pour justement rectifier certaines erreurs commises plus ou moins dans le premier. Et là, les Samis ont dit non, stop, on vient et on va vous dire comment ça se passe. Alors, la relation des Samis avec le renne est très, très intense. C'est aussi intense que les Indiens d'Amérique avec le buffle. Parce que faut savoir, dans un paysage comme ils ont eux, enfin dans un pays où tout est gelé, tout est aride la moitié de l'année, eh ben c'est les rennes qui vont les maintenir en vie. Le renne va offrir son corps comme nourriture, la force musculaire pour tirer les traîneaux. Il va fournir la peau pour les vêtements, les bois pour les outils. C'est la force sacrée, le renne, la bénédiction que le Créateur a donnée au peuple Sami, incarné en fourrure, en sang et en os. Alors dans l'extrême nord où le soleil d'hiver descend sous l'horizon et vraiment où il fait noir pendant des semaines, le solstice d'hiver ne dure que quelques instants. Mais jour après jour, le soleil qui fait ressortir l'école de la terre s'élève un peu plus sur l'horizon méridional et on dit que le Créateur, les Samis disent que le Créateur a placé un cœur de reine battant au centre de la création. De toutes les créatures, c'est elle qui a offert son propre cœur. Et c'est le cœur du renne qui pompe le sang chaud à travers la création pour maintenir tout ce qui est vivant en vie. Le cœur du renne qui bat au cœur de la création, c'est aussi une image similaire que les chrétiens appliquent à l'Avent et à Noël à l'enfant Jésus. Cette idée incroyablement puissante, du Créateur qui va se soucier du bien-être, qui implante le pouvoir de l'amour, pour qu'on puisse s'appuyer sur ce pouvoir, qu'on puisse le diriger vers nous et hors de nous, pour rendre la vie meilleure, quoi. Et on la retrouve donc chez les Samis avec le renne. Alors les rennes vont s'accoupler à l'automne. Les rennes mâles vont perdre leur bois au moment de l'accouplement. Alors il faut savoir que les femelles, c'est le seul cervidé avec le caribou qui est cousin où les femelles ont des bois. Et les femelles ne vont pas perdre leur bois chez les rennes. Donc au moment du solstice, si vous voyez un renne avec des bois, ça va être une femelle. Alors on dit aussi que les aurores boréales arrivent quand un renard court dans les montagnes de Laponie et que sa queue, comme il va très vite, projette des étincelles dans le ciel et que c'est ça qui va colorer, qui va créer la lumière qui traverse le ciel. C'est magnifique, Voilà. C'est magnifique, vraiment.
Alors là, c'est terminé. Je vais terminer avec l'histoire des Stalous dont je vous parlais. C'est un des contes majeurs traditionnels samis. Voilà. Alors juste pour rebondir sur les reines, je savais même pas que les reines femelles avaient les branches. Des bois. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent non plus. Oui, les femelles gardent leur bois. Moi, comme c'est un de mes animaux de pouvoir, je travaille beaucoup avec le renne et j'ai fait beaucoup de recherches à l'époque quand j'étais donc toute jeune. Ça tombait bien parce que chez mes grands-parents, il y avait énormément de livres sur tout ce qui concernait la Scandinavie. C'est comme ça que j'ai appris les contes. C'est comme ça parce que j'ai eu la chance, c'est vrai, je dois dire, bon, j'avais pas la télé, j'avais pas tout ça. C'était pas, j'avais pas de jouets, j'avais pas de télévision, j'avais pas tout j'avais pas de chambre, j'avais pas tout ça. Par contre, j'avais une bibliothèque de folie, quoi. Et c'est ce qui m'a donné envie de lire, envie d'apprendre. C'était ce que je faisais à l'école, ça me prenait le chou, pour parler poliment, ça m'intéressait pas. Je me précipitais dès que je rentrais chez mes parents pour ouvrir les livres sur la nature, sur les oiseaux, sur les animaux, sur tout ce qui touchait donc la Scandinavie, sur tous les contes. On avait plein de livres de contes scandinaves, norvégiens, suédois, finlandais, samis. Puis voilà, c'était extraordinaire avec tout ce qui était traditionnel, tous ces livres que je regrette de ne plus avoir parce que voilà, j'ai mon beau-père qui a tout brûlé quand mes grands-parents sont morts. Ça nous a fait un choc terrible. Il l'a fait un peu derrière notre dos. J'adore mon beau-père, mais là, ça a été très dur ce qu'il a fait. Et maman et moi, on était catastrophés, puis mes cousines aussi, voilà, parce que voilà, c'est nos racines, quoi. Et il a tout brûlé, voilà, tous ces livres qui racontent de notre histoire, quoi, tout ce qui vient du Nord. Et c'était très très dur à vivre. Donc je n'ai malheureusement plus ces livres, mais je les connaissais tellement par cœur à force de les lire et les relire. Et on parlait donc des rennes, justement beaucoup de rennes. Et j'ai d'ailleurs une peau de renne chez moi, qui me vient un morceau, elle est pas complète. J'ai une queue de renne qui est mon fétiche, que je trimballe un peu partout, ma queue de renne. C'était bien sûr des animaux qui n'ont pas été tués, c'est des amis, mes amis finlandais là-haut, et c'est moi qui me les ont envoyés parce qu'ils connaissent mon lien bien sûr avec le renne. Et voilà, j'ai beaucoup de choses qui viennent des rennes, j'ai des os de rennes, j'ai plein de ça, mais qui me servent pour mon travail avec lui, quoi. Donc le renne, ouais, j'adore, quoi. C'est vraiment ton animal, quoi. Donc voilà. Il y a d'autres. Là, je vais terminer après, donc avec l'histoire des Stalous. Ça va ? Oui, tout à fait. C'est très bien. T'es dans le timing. Oui, justement, c'est pour ça que je me suis un peu dépêchée. Alors, je vais vous raconter l'histoire des Stalous. Donc, ce sont c'est un conte, un des contes traditionnels samis les plus connus. Comment les Stalous ont été dupés. Alors, maman, j'ai vu un homme merveilleux, dit un jour un petit garçon, en entrant dans une hutte. Alors, j'ai écrit. Alors attendez, je vous explique. Ça, c'est écrit. Je l'ai écrit, pour avoir un texte. Donc, je vais bégayer, c'est clair, et je vais me mélanger les crayons. Je vous le dis tout de suite. Quand je lis quelque chose, c'est épouvantable. Alors, je vais lire très doucement. Je vais le lire très doucement pour essayer de pas mélanger les mots. D'accord ? À l'avance, pardonnez-moi. T'inquiète pas. Alors, je n'ai pas bu. Non, je n'ai pas bu, c'est faux. J'adore. Tu nous as redit, je vais me mélanger les crayons. Oui, c'est horrible. Non, mais tu rigoles, c'est affreux. C'est parce que moi, c'est de la dyslexie grave de grave. Je mélange le nord, le sud, le devant, le dessous. Enfin bon, c'est affreux. Donc, je vais vous lire ce conte parce que il n'est pas de moi. C'est vraiment un conte. Alors, malheureusement, je suis désolée, je sais plus qui l'a écrit. Mais c'est quand j'étais petite, j'avais un cahier et je recopiais tous les contes. Alors, bien m'en a pris puisque les livres ont été traduits après. Mais comme je rêvais plus tard d'écrire des contes moi-même, j'en ai écrit quelques-uns, mais je voulais m'entraîner en recopiant déjà les contes des autres pour bien comprendre comment c'était tourné, pour apprendre l'orthographe et tout, pour après savoir comment tourner un conte cohérent. Donc j'ai un cahier, j'ai même plusieurs cahiers avec des contes. Et malheureusement, j'ai complètement oublié pour certains de noter le nom des auteurs. Oh, que ce n'est pas bien. Mais bon. Tout ce que je sais, c'est que c'était des auteurs du Nord, ça c'est sûr. Voilà, alors je recommence, je vais lire doucement et je vous prie de m'excuser si je bégaye. Je recommence. Donc, comment les Stalous ont été dupés. Maman, j'ai vu un homme merveilleux, dit un jour un petit garçon,
en entrant dans une hutte en Laponie, portant entre ses bras le fagot de branches qu'il avait été chercher à la demande de sa mère pour entretenir le feu. « Comment était-il » demanda celle-ci en enlevant l'épais manteau en peau de mouton des épaules de l'enfant et en le secouant sur le pas de la porte. « Eh bien, répondit l'enfant, j'étais fatigué de me baisser pour ramasser les branches. Alors, je me suis appuyé contre un arbre pour me reposer. Et tout à coup, j'ai entendu un bruit. Chut, chut, parmi les feuilles mortes. J'ai aussitôt pensé que ce devait être un loup. Alors, je suis resté tranquille. Mais bientôt, arriva un grand homme. Oh, 2 fois plus grand que mon père, avec une longue barbe rouge et une tunique rouge, resserrée sur sa taille par une ceinture d'argent. Et à la ceinture pendait un couteau qui avait un manche d'argent. Derrière lui suivait un grand chien qui paraissait plus fort que n'importe quel loup, ou même n'importe quel ours. « Mais, mère, pourquoi es-tu si pâle » demanda le garçon. « C'était le Stalou, » répondit-elle, la voix tremblante. « Le Stalou, mon fils, le mangeur d'hommes. Tu as bien fait de te cacher, sinon tu ne serais peut-être jamais revenu. Mais n'oublie pas que, bien qu'il soit si grand et si fort, il est fort stupide, et plus d'un lapon a échappé à ses griffes en lui jouant un tour astucieux. » Peu de temps après cette conversation entre la mère et le fils, on commença à chuchoter dans la forêt que les enfants d'un vieil homme appelé Pato avaient disparu l'un après l'autre, sans que personne ne sache ce qui était arrivé et où ils pouvaient bien se trouver. Le malheureux père fouilla le pays à des kilomètres à la ronde sans pouvoir trouver ne serait-ce qu'une chaussure ou un mouchoir pour lui indiquer où ils étaient passés. Mais enfin, un petit garçon vint annoncer qu'il avait vu le Stallo se cacher derrière un puits, près duquel les enfants avaient l'habitude de jouer. Le garçon avait attendu derrière un buisson pour voir ce qui se passerait, et il aperçut le Stallo qui avait tendu un piège astucieux sur le chemin du puits. Quiconque marchait dessus roulait dans l'eau et se noyait. Pendant qu'il regardait, la plus jeune fille de Pato courait gaiement sur le sentier, jusqu'à ce que son pied se prenne dans les cordes tendues à l'endroit le plus escarpé. Elle glissa, tomba et roula dans l'eau. Dès que Pato entendit ce récit, son cœur se remplit de rage et il jura de se venger. Aussitôt, il prit un vieux manteau de fourrure au crochet et après l'avoir revêtu, il le sortit dans la forêt. Lorsqu'il atteignit le sentier qui menait au puits, il regarda rapidement autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait. Alors il s'allongea comme s'il avait été pris au piège, puis il se laissa rouler dans le puits, mais il prit soin de garder la tête hors de l'eau. Alors il entendit un bruit de feuilles, et voilà le Stallo, qui avait entendu le bruit que Pato avait fait en tombant dans l'eau, se frayait un chemin dans le sous-bois pour voir s'il avait bien entendu et s'il avait bien attrapé de quoi se régaler. Quand il aperçut la tête de Pato dans le puits, il se mit à rire et s'écria « Cette fois, c'est le vieil âne, je me demande bien quel goût il va avoir. » En tirant Pato hors du puits, il le jeta sur ses épaules et le porta jusqu'à la maison. Il l'entoura d'une corde, le suspendit au-dessus du feu pour qu'il rôtisse, tout en terminant une boîte qu'il fabriquait devant la porte de la hutte pour contenir la chair de Pato lorsqu'elle serait cuite. En très peu de temps, la boîte était si bien faite qu'il ne restait plus qu'à la tailler à la hache. Mais cette partie du travail était plus facile à accomplir à l'intérieur. Il appela un de ses fils qui se prélasait pour qu'il lui apporte l'outil. Le jeune Stallo chercha partout mais ne trouva pas la hache. Pour la bonne raison que Pato avait réussi à la ramasser avant que le troll ne l'attache et à la cacher dans ses vêtements. Il demanda à l'un puis à l'autre de ses fils de lui apporter sa hache, mais ils n'eurent pas plus de succès que leur frère. « Alors il faut que je le fasse moi-même, je suppose, dit Stallo. » Mais pendant ce temps, Pato avait réussi à couper sa corde, il avait glissé du crochet et s'était caché derrière la porte. De sorte que quand Stallo entra, son prisonnier leva la hache et d'un seul coup trancha la tête de l'ogre qui roula sur le sol. Les fils furent si effrayés qu'ils s'enfuirent tous.
C'est ainsi que Pato vengea ses enfants morts. Mais si Stalo était mort, ses 3 fils vivaient encore et n'étaient pas très loin. Ils étaient allés trouver leur mère, qui gardait des rennes dans les pâturages, et lui avaient raconté que comme par une magie qu'ils ignoraient, la tête de leur père s'était détachée de son corps. Ils avaient eu si peur qu'il leur arrive quelque chose de terrible, et ils étaient venus donc se réfugier près d'elle. L'ogresse ne dit rien. Il y avait longtemps qu'elle avait compris à quel point ses fils étaient idiots, et elle les envoya traire les rennes tandis qu'elle retournait vers l'autre maison pour entourer le corps de son mari. À 3 jours de marche de la cabane, les 2 frères Sodno habitaient une petite maison avec leur sœur Liman. La fille s'occupait d'un grand troupeau de rennes pendant que ses frères partaient à la chasse. Depuis quelque temps, on chuchotait que les 3 jeunes Stalo avaient été aperçus dans les pâturages, mais ils ne s'inquiétaient pas trop parce que le danger paraissait lointain. Malheureusement, un jour, Liman resta seule dans la cabane et les 3 Stalo descendirent et l'emmenèrent, elle et les rennes, dans leur propre chaumière. Personne ne pouvait dire quelle direction ils avaient prise parce que le pays était totalement désertique. Mais la jeune fille avait réussi à prendre une pelote de fil et à laisser traîner le fil derrière elle pour que ses frères puissent la retrouver. Malheureusement, la pelote n'était pas assez longue pour aller jusqu'au bout. Mais elle réussit à aller jusqu'à un chemin qui menait directement à la maison des Stalo. Quand les frères vont revenir de la chasse, ils trouvent la cabane et les abris vides. Alors ils partent chercher leur sœur. Ils trouvent la corde, ils la suivent et ils arrivent à la demeure des Stalo. Bien sûr, ils ne vont pas oser s'en approcher ouvertement parce que les orgues ont la force des géants et en plus ils sont 3. Donc ils vont grimper à un arbre et ils vont regarder ce qui se passe. Et l'arbre est au-dessus du puits. Peut-être enverra-t-on notre sœur puiser de l'eau ici, se dirent-ils. Et la petite arrive, en effet, alors que la lune se lève, et alors qu'elle descend son seau dans le puits, elle entend murmurer son prénom. Elle sursaute, elle regarde dans l'air, elle ne voit rien, et d'un seul coup, elle entend « Reste naturel, ne fais pas attention, remplis ton seau, mais écoute-nous bien ». La jeune fille retint son souffle, et elle reconnut, bien sûr, la voix de son frère. « Nous allons te dire ce qu'il faut faire pour que tu puisses t'échapper et que tu puisses libérer les rennes. » Elle va se pencher au-dessus du puits, elle va paraître occupée pour que les orgues ne s'aperçoivent pas. Donc, lorsqu'un Stalo s'aperçoit que quelque chose est tombé dans la nourriture, il n'en mange plus, lui dit son frère. Il le jette au chien. Donc prépare la soupe, et quand le bouillon sera presque cuit, en ratisant le feu, mets de la cendre, un peu de cendre, dans la marmite. Comme ça, ils vont te demander de sortir. Quand tu sors, tu ôtes les cendres, tu viens nous apporter la marmite pour que nous prenions des forces, parce que nous avons très faim. Donc Liman va prendre les seaux, elle fait ce que ses frères lui disent, et quand ses frères sont rassasiés, ils lui disent « Écoute bien ce que j'ai à te dire. L'aîné des Stalo va cuisiner et manger copieusement. Il va aller se coucher. Il dormira si profondément que même la sorcière ne pourra le réveiller. Tu iras dans sa chambre, tu retireras le manteau de fer qui le recouvre, tu le mettras sur le feu jusqu'à ce qu'il soit brûlant. Quand ce sera fait, viens nous voir. » La jeune fille obéit. Ce soir, donc elle fait ce que ses frères lui disent. Hein. Alors ce soir-là, les Stalo avaient ramené quelques rennes du pâturage. Ils les avaient attachées au mur de la maison en vue de les tuer et de le manger le lendemain. Alors à minuit, quand tout était calme, les frères descendirent de l'arbre. Ils saisirent les rennes par les bois et ils les attachèrent ensemble. Les animaux étaient si effrayés qu'ils se mirent à bramer, à ruer, comme s'ils se battaient. En fait, c'était pour se détacher. Mais le bruit était si fort que les 3 frères se réveillèrent. Même l'aîné, qui n'était jamais réveillé auparavant. Il va se dresser dans son lit. Il va appeler son plus jeune frère pour qu'il sorte, qu'il sépare les rennes, parce que sinon, il a peur qu'ils finissent par s'entretuer. Donc, le jeune Stalo sort, mais à peine est-il sorti qu'il est poignardé au cœur par l'un des 2 frères cachés derrière la porte avant de la maison. Donc, le premier frère Stalo, j'ai perdu un peu le cours parce que mon téléphone a vibré, ça m'a dérangé, excusez-moi. Donc, le calme revient provisoirement parce que l'autre frère tient les rênes pour qu'on lui croit que c'est réglé, pour pas attirer tout de suite l'attention. Et puis, il relâche les bois, il va se poster à l'autre porte. Et là, le bruit reprend. Donc, l'aîné des Stalo envoie son autre frère.
L'autre frère sort par l'autre porte et là, il est frappé à mort par l'épée de l'autre, de l'aîné des Sodno. Donc le bruit reprend avec les reines et ça, je veux dire, ça met très en colère le dernier frère, l'aîné, qui se dit bon bah puisque mes deux frères sont incapables de le faire, il va falloir que j'aille le faire moi-même. Donc il se frotte les yeux, il se met debout, il étire ses bras et il va donc aller prendre son manteau de fer qu'il avait mis sur son lit. Mais le manteau n'était plus là, donc il se demande où il pouvait bien être. Et il le trouve suspendu au-dessus du feu de la cuisine. Seulement voilà, comme c'est du fer, il est rougi par le feu, il va se brûler si fort qu'il va le laisser tomber et il va sortir précipitamment en criant pour tremper ses mains dans la neige. Et c'est là que, bien sûr, les deux frères qui attendaient de chaque côté de la porte vont le tuer d'un seul coup. Et c'est ainsi qu'ils vont se débarrasser des trois frères. Ils vont dépouiller les deux premiers frères de leurs vêtements, qui sont à peu près à leur taille, et ils vont attendre que l'aube se lève. Puis, ils vont aller trouver la mère ogresse qui, elle, est dans la plus haute chambre de la maison. Il restait qu'elle, en fait, dans la maison. Elle est déjà debout, habillée, elle fait son ouvrage. Il entre doucement et il va poser sa tête, il met la capuche, elle peut pas le reconnaître, sur les genoux de l'ogresse. Et puis il va lui demander, « Dis-moi, mère, où donc mon frère a-t-il caché ses richesses ?» Et la mère lui dit, « Mais c'est étrange comme question, tu dois certainement le savoir. » « Non, j'ai oublié et tu connais mon frère aîné, il ne parle jamais. Ma mémoire est mauvaise et je ne m'en rappelle plus. » Alors la mère répond, « Il a creusé un trou sous le pas de la porte et il l'a placé ici. » Il a eu une nouvelle pause. Au bout d'un moment, le Sodno posa à nouveau une question. « Et où se trouve l'argent de mon second frère ?»« Tu ne le sais pas non plus ?» s'étonna la mère. « Oh si, je l'ai su une fois, mais depuis que je suis tombée sur la tête, je ne me souviens de rien, tu le sais bien. » Non, je ne me rappelle pas. Mais bon, j'étais loin d'ici sûrement quand c'est arrivé. Eh bien, c'est derrière le four qu'il l'a caché. « Mère, chère mère, dit enfin le jeune homme, j'ai presque peur de vous le demander, mais je suis devenu si stupide ces derniers temps. Où ai-je caché mon propre argent ?» À cette question, la mère va s'enflammer et jura que si elle trouvait une baguette, elle lui rappellerait son souvenir. Heureusement, aucun bâton n'était à sa portée et le Sodno parvint au bout d'un moment à la ramener au calme. Alors elle lui raconta que le plus jeune Stalo avait enterré son trésor à l'endroit même où elle était assise. « Mère, chère mère, dit Liman, qui était entrée sans être vue. Elle s'agenouilla devant le feu. « Sais-tu avec qui tu as parlé ?» La vieille femme sursauta, et soudain elle comprit et répondit calmement. « C'était un de tes frères ?» « Tu as deviné juste, répondit Liman malicieuse. Alors, la mère du Stalo a voulu attraper sa canne, dont elle se servait toujours pour tuer ses victimes. Et sa canne était en fer également. Mais la canne n'était plus près du fauteuil parce que Liman l'avait placée dans le feu. Alors la vieille commence à chercher sa canne. Et la mère était tellement enragée qu'en fait elle n'a pas prêté attention. Liman lui montra la canne et bien sûr elle prend la canne et ses vêtements à ce moment-là prennent feu et en quelques minutes l'ogresse va être réduite en cendres. Alors, les frères Sodno, bien sûr, trouvèrent les trésors. Ils retournèrent avec leurs sœurs et les reines jusqu'à leur maison. Et ils vont devenir ainsi les hommes les plus riches de toute la Laponie. Voilà, alors, je me suis dépêchée. Je suis désolée, ma choupinette. On va avoir fini à temps. C'est bon, hein, je suis dans les temps. Oui, ça va aller. On va un petit peu décaler, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était très, très, très beau. Vraiment, merci à toi pour cette merveilleuse chronique du grimoire enchanté de Yabiyum autour du folklore, donc de la magie nordique. C'est super beau. On a vraiment passé, encore une fois hier soir, c'était waouh. Et là, ce matin, tu nous as vraiment donné plein de jolies choses. Donc, merci. Merveilleux. Je ne te spoil pas, mais je t'invite à regarder tes messages. Je pense que tu as dû recevoir des petites choses pendant l'émission. D'accord, ok, voilà. Je regarderai. D'accord, il n'y a pas de souci, j'irai voir tout à l'heure. Pas de problème. Je te fais plein. C'est bien de me le dire, ceci dit, parce qu'ils arrivent beaucoup en spam. Donc, c'est bien de me le dire. Je tiens à le préciser aux gens aussi. Des fois, je vous réponds pas tout de suite parce qu'ils sont en spam et ils me signalent pas que j'ai des spams. C'est pas pratique. Donc, ouais. Tu verras, voilà. Il y a un message pour toi qui a dû arriver normalement dans ta boîte mail. Je ne dis rien. Voilà, c'est une merveilleuse enchanteresse. Je ne dis rien. Tu verras la surprise. En tout cas, un énorme merci à toi pour tous ces moments de partage. C'est moi qui vous remercie tous. Merci Alina.
On te fait Et désolée d'avoir encore dépassé. Je suis navrée. T'inquiète pas, de toute façon, on t'avait pris en retard de base, donc t'inquiète pas. D'accord. Bon, je vous embrasse tous. Oui. Très bon dimanche à vous et puis à tout vite. Hein. À toi aussi, un très très bon dimanche et de joyeuses fêtes. Merci. Je vous embrasse. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.